Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin, l'invité politique. Et nous sommes ce matin avec François Asselineau. Il est président de l'Union populaire républicaine, l'UPR. Il est tête de liste UPR, Ensemble pour le Frexit, aux élections européennes. Et il est l'invité de la matinale de ce vendredi. François Asselineau, bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Alors François Asselineau, les élections européennes entrent enfin dans leur phase, de campagne active. On va parler de Frexit, on va parler de Brexit aussi, et puis on va parler un petit peu du fonctionnement de l'Europe. Comment vous le trouvez, vous, le fonctionnement de l'Europe actuelle, François Asselineau ? Alors, d'abord, quand on parle de l'Europe, on parle de l'Union européenne. Il ne faut pas confondre le continent avec les institutions. Voilà, parce que lorsque l'on dit, par exemple, que nous sommes contre l'Europe, on n'est évidemment pas contre le continent européen, contre les civilisations européennes et contre les peuples d'Europe. Nous combattons l'Union européenne. L'Union européenne, ça marche mal, ça marche même pas du tout. On voit bien que c'est une idée qui est une idée ringarde en fait, une idée qui remonte au 19e siècle, pour ne pas dire bien avant. C'est une idée qui paraît séduisante sur le papier, mais dont l'application concrète mène à des blocages infinis. Je vais vous prendre par exemple un exemple parmi des milliers d'autres. Vous savez que beaucoup de Français voudraient l'interdiction du glyphosate. Tout à fait, c'est un grand sujet actuel. Voilà, qui est un cancérogène. Bon, vous savez que même le gouvernement français était favorable à l'interdiction du glyphosate. Eh bien, il y a eu un vote entre les pays de l'Union européenne et sur les 28 pays, il y en a 18, dont l'Allemagne, qui se sont opposés à l'interdiction du glyphosate et donc qui a été reconduit, son autorisation a été reconduite pour 5 ans. Alors qu'il y en a 9 pays, dont la France, qui étaient favorables à l'interdiction. Et puis il y a un pays, je crois que c'est l'Irlande, qui s'était abstenu. Le résultat des courses, c'est qu'on en reprend pour 5 ans. Et alors au même moment, on apprenait que le petit Vietnam, qui est un pays où il doit y avoir 90 millions d'habitants, mais dont le PIB, le PNB est très 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 inférieur à celui de la France, eh bien le petit Vietnam tout seul, il a décidé souverainement d'interdire le glyphosate. Voilà. Ce qui prouve que ça tord le cou à une idée reçue parmi bien d'autres. Il y a beaucoup de gens qui vous disent mais l'Europe c'est indispensable parce que l'union fait la force, on serait beaucoup trop petit face aux grands géants, etc. L'expérience historique montre que c'est faux. L'union fait la force si tout le monde tire dans le même sens. Par exemple, dans des grands projets industriels comme Airbus, comme Ariane Espace, mais qui sont d'ailleurs des projets qui n'ont aucun rapport avec la Commission européenne ni avec l'Union européenne, et qui d'ailleurs comportent des pays qui sont en dehors de l'Union européenne. Dans Airbus, vous avez des entreprises chinoises, japonaises, américaines. Mais l'idée selon laquelle il faudrait avoir une union de 28 pays dans tous les sujets, dans tous les domaines, ça mène au blocage institutionnel absolument partout, avec, je me permets de le souligner aussi, une montée de l'acrimonie, des tensions entre les pays de l'Union européenne. Vous avez vu notamment que maintenant rien ne va plus entre l'Allemagne et la France. Ça devient compliqué et tendu, en effet. Voilà. Et d'ailleurs, permettez-moi aussi de faire remarquer à vos auditeurs que M. Macron, qui a l'Europe plein la bouche, l'Union européenne plein la bouche, qui veut forcer le destin, il a fini par se mettre à dos la plupart des pays d'Europe, en tout cas des grands pays. Je rappelle qu'il a rappelé son ambassadeur en Italie il y a quelques mois. La France et l'Italie sont en très mauvais termes. La France, M. Macron est en très mauvais termes avec les dirigeants polonais, en très mauvais termes avec les dirigeants hongrois. Il s'est fâché avec les dirigeants britanniques parce qu'il a voulu rendre le Brexit très onéreux pour les Britanniques. Il est en mauvais termes avec les Tchèques. Il n'est pas en très bon terme avec les Bulgares. Et puis maintenant, voilà qu'il est en assez mauvais termes avec l'Allemagne. Et on voit qu'au passage que le couple franco-allemand, ça n'existe pas. Alors dans ces conditions, faut en tirer les conclusions. Il faut que les Français regardent les réalités. Il faut qu'ils arrêtent de voter de façon spontanée, comme de façon réflexe. Il y a des gens qui votent toujours pour le même mouvement politique. Nous, on dit profitez des élections européennes qui d'ailleurs n'ont pas une très grande importance puisque le Parlement européen n'a pas un très grand pouvoir. Profitez-en pour faire passer un message, pour imposer notamment
un grand débat national sur la sortie de l'Union européenne et la libération du carcan que représente cette institution qui est maintenant un peu antédiluvienne et qui mène en fait au désastre économique et social. Alors, François Asselineau, certains vont vous objecter que la France ne pèsera pas beaucoup si elle est seule, ou la Grande-Bretagne, pour prendre l'exemple de la Grande-Bretagne, face à des géants tels que la Chine, tels que les États-Unis ou encore la Russie. Oui, c'est un argument, vous savez, c'est un argument qui est toujours utilisé, mais qui est à géométrie variable, parce que les gens nous disent ça, et puis ils nous proposent tous une autre Europe. Les mêmes qui nous disent ça nous proposent tous une autre Europe en disant la France est suffisamment puissante pour imposer sa volonté aux autres. Alors, faudrait savoir, soit la France est trop puissante, soit elle l'est pas assez. Je prenais l'exemple du Vietnam tout à l'heure, qui était un contre-exemple formidable, mais on pourrait multiplier les exemples. Il y a d'ailleurs, regardez bien dans le monde, ça n'existe nulle part ailleurs au monde. Est-ce que vous imaginez, je vais prendre un cas caricatural, mais est-ce que vous imaginez le petit État d'Israël avec 6 millions d'habitants, c'est-à-dire 11 fois moins que la France, dire, ben voilà, on ne met pas la taille du monde, on va fusionner avec les 27 pays alentours. Bon, ça serait compliqué d'une certaine façon voilà. Géopolitique déjà. Hein. Bon, alors là, c'est un cas caricatural, mais regardez Singapour, regardez le Paraguay, enfin, nulle part ailleurs au monde, cette histoire-là n'existe. Et puis, permettez-moi aussi de dire que l'argument selon lequel ça permettrait de faire contrepoids, par exemple, à la Chine, c'est un argument dont l'examen quotidien montre la fausseté complète. Enfin, vous avez bien vu que les vêtements, les produits comme les téléphones portables, les ordinateurs, beaucoup de produits électroniques et manufacturés viennent effectivement de Chine ou d'Asie en règle générale. En règle générale, vient de Chine ou bien du Vietnam. Alors, on a l'Union européenne, ça montre que ça ne marche pas. Vous savez que les Chinois, des fonds d'investissement chinois, ont acheté au cours des dernières années 120 châteaux viticoles dans le Bordelais. Ils ont acheté des centaines d'hectares maintenant dans la Beauce. Maintenant, ils s'attaquent à des forêts de chênes. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils bénéficient d'un article des traités européens, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit tout contrôle au mouvement de capitaux, aussi bien à la sortie, ce qui est la porte ouverte à toutes les délocalisations industrielles, parce qu'avant, il n'y avait pas de délocalisation, parce que justement, il y avait un contrôle d'échange et un chef d'entreprise ne pouvait pas sortir les centaines de millions de francs ou d'euros nécessaires pour construire une usine en Inde, au Bangladesh ou en Chine. Mais cet article 63 permet aussi aux Chinois, par exemple, mais pas seulement à eux, de racheter la France par appartement. C'est aussi le cas du Qatar, des États-Unis. Donc, le plus extraordinaire dans toute cette histoire, c'est que l'inverse, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les Chinois, par exemple, peuvent acheter des châteaux de viticoles dans le Bordelais, mais les Français, eux, n'ont pas le droit, parce qu'il y a un contrôle des mouvements de capitaux à l'entrée en Chine, n'ont pas le droit, eux, d'acheter des jardins de thé célèbres en Chine. François, un autre, si vous me permettez, un tout petit exemple encore. Je vous en prie. Le Premier ministre chinois, Li Keqiang, était ces jours-ci en Croatie, qui est le 28e des pays de l'Union européenne, qui est entré en 2013. Il est allé vérifier les travaux de construction d'un pont de 2 kilomètres en Croatie, au-dessus d'un bras de mer. Ce pont est financé par la Commission européenne à la hauteur de 365 millions d'euros. Or, la Commission européenne, elle ne fait que répartir les fonds que lui ont donnés les États. La France paye 17%. Ça veut dire que les Français, sans qu'ils le sachent, ont payé 60 millions d'euros à la Croatie pour que la Croatie fasse construire un pont de 2 kilomètres. Et la Commission européenne ayant imposé un cahier des charges pour le moins 10 ans, le moins 10 ans, c'est une entreprise chinoise de BTP qui fabrique ce pont. C'est pour ça que le Premier ministre chinois est allé voir l'avancement des travaux. C'est-à-dire qu'on a pris 60 millions d'euros. Comprenez bien, les auditeurs doivent bien comprendre. 60 millions d'euros d'argent français, alors qu'on ferme les maternités, les commissariats de police, les gendarmeries, les hôpitaux, les écoles, etc. 60 millions d'euros qu'on donne à la Croatie par l'intermédiaire de la construction européenne, de l'Union européenne,
pour que la Croatie ait recours à une entreprise chinoise de BTP pour construire un pont. Même pas une entreprise européenne. Alors ceux qui nous disent que ça sert à faire contrepoids à la Chine, eh bien, ils peuvent aller se rhabiller. Excusez-moi de la vulgarité du propos. Alors François Asselineau, on entend ces exemples-là, mais là encore, on va vous objecter que l'Europe a quand même maintenu la paix depuis plus de 70 ans maintenant, que l'Europe est aussi un formidable espace avec ses 500 millions d'habitants, et que sortir de l'Europe, c'est se priver d'un outil. Est-ce que vous entendez ces arguments-là ? Je les entends, oui, mais je les réfute complètement parce qu'ils sont tous plus faux les uns que les autres. Sur l'affaire de la paix, je rappelle, alors ça nécessiterait que vous m'accordiez un entretien de 2 heures. Mais alors on n'aura pas 2 heures, hein, je suis navré, mais on n'aura pas 2 heures. Sur l'affaire de la paix, s'il y a eu la paix sur le continent européen, c'est parce qu'il y avait le pacte de Varsovie d'un côté et l'OTAN de l'autre, et que la paix a été assurée dans l'après-Seconde Guerre mondiale par l'équilibre de la terreur. C'est pas parce qu'il y avait des directives sur le beurre de cacao ou la taille des sièges de tracteurs qu'il n'y a pas eu la guerre. C'est parce qu'il y avait des forces thermonucléaires de part et d'autre. Ce qui est extrêmement inquiétant, et que les Français ne voient pas, ne comprennent pas, parce qu'on leur explique pas bien, bon, on leur explique même pas du tout, c'est que maintenant la France, par l'intermédiaire des traités européens, est assujettie définitivement à l'OTAN, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, et nous sommes devenus les supplétifs des États-Unis pour mener soit des guerres illégales au Moyen-Orient. Je rappelle que Macron avait bombardé la Syrie de Bachar el-Assad. Je rappelle que la France verse des dizaines de millions d'euros au gouvernement ukrainien qui est anti-russe. Et il faut que les auditeurs sachent que au cours des 10 derniers jours, il y a 300 militaires français et des dizaines de chars et de blindés qui sont arrivés dans une base militaire en Estonie qui s'appelle Tapa, et que cette base est à 127 km de la frontière russe, 257 km de Saint-Pétersbourg, la deuxième ville russe. Que diraient les Français si les Russes installaient des dizaines de chars et de blindés avec des centaines de soldats à Luxembourg, à Andorre ou à Monaco? On serait quand même très inquiet. Eh bien, là, nous participons par solidarité européenne à cette espèce d'encerclement de la Russie, avec évidemment tous les dérapages potentiels. J'ajoute en plus que l'Estonie, dans laquelle il y a cette base, est un pays balte qui commémore chaque année les Waffen-SS nazis, les Estoniens qui étaient enrôlés sous la bannière des Waffen-SS. On marche complètement sur la tête. C'est la raison pour laquelle nous disons que sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, ça n'est pas du tout se refermer sur soi-même, c'est renouer avec l'ensemble des pays du monde, notamment la Russie, la Chine, l'Asie du Sud, les pays d'Amérique latine. Rappelez-vous aussi cette position insupportable qu'a prise Macron de soutenir Guaido au Venezuela, qui a fait un coup d'État en fait piloté par les Américains contre Maduro, et puis ça ne marche pas. Alors maintenant, la diplomatie française s'est complètement déconsidérée. On n'aurait pas dû se mêler de ces affaires du Venezuela. Mais comme on est sous la tutelle américaine par l'intermédiaire des traités européens, eh bien on a fait nôtre cet alignement complet sur ce coup d'État fomenté par Washington. Vous savez, Charles de Gaulle doit vraiment se retourner dans sa tombe quand il voit à quel point la France est devenue une vassale de Washington. Alors, François Asselineau, vous évoquez la figure du général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'était aussi l'Afrique. Il y était très attaché. Il avait donné l'indépendance aux pays africains. Mais voilà, il y avait cette histoire un peu de la France-Afrique. Bon, on est passé à autre chose aujourd'hui. On a eu cette malheureuse prise d'otage qui a malheureusement débouché sur la mort de 2 soldats français. Est-ce qu'il fallait intervenir en Afrique? Est-ce que c'était le rôle des soldats français d'aller libérer nos compatriotes, ou est-ce que vous estimez qu'on aurait plutôt dû travailler avec les réseaux de la diplomatie? Alors, moi, je ne connais pas suffisamment l'intégralité du dossier pour formuler un jugement éclairé. Moi, j'ai une grande expérience des cabinets ministériels, notamment au Quai d'Orsay, et donc je me garderai de formuler des jugements définitifs sur un dossier dont je ne connais que certains éléments qui ont paru dans la presse. Ce que je voudrais dire quand même, c'est plusieurs choses. Lorsque les Français sont pris en otage, comme ça a été le cas dans cette affaire, vers qui on se tourne? On se tourne vers la France, vers l'armée française. On se tourne pas vers l'Allemagne, vers l'Estonie, la Slovaquie ou Chypre. C'est-à-dire que lorsque les affaires sont sérieuses,
on en revient au niveau national, toujours. Deuxièmement, dans cette affaire, si j'ai bien compris, les otages ont été libérés parce qu'il y a eu une étroite collaboration avec les services de renseignement américains. Nous voulons sortir de la tutelle de l'Union européenne et de l'OTAN, mais on ne veut pas pour autant se fâcher avec les États-Unis, exactement comme De Gaulle avait libéré la France de la tutelle américaine, mais tout en ayant de bonnes relations avec les États-Unis comme avec l'ensemble des pays du monde. Mais on a pu mener aussi à bien cette opération parce qu'on a eu des services des informations venant du gouvernement du Bénin et du Burkina Faso. C'est-à-dire nos amitiés traditionnelles avec les anciennes colonies françaises qui, comme vous le rappelez à juste titre, sont devenues des pays indépendants, mais dont on est en train de s'éloigner progressivement au profit de cette chimère européiste. Nous, ce que nous disons, c'est que nous devons renforcer les liens avec les pays de la francophonie. Il faut que les auditeurs sachent que la langue française en ce moment, contrairement à l'image qu'on leur en donne, elle est en train de diminuer, de s'affaiblir en Union européenne, au profit d'ailleurs de l'anglo-américain, mais elle se développe beaucoup dans le monde et tout particulièrement en Afrique. La langue française est une des langues qui se développe le plus rapidement au monde. Et donc nous disons que nous devons insister sur nos liens traditionnels avec les pays francophones, en particulier le Maghreb, l'Afrique, le Liban, la Syrie, Haïti, le Vietnam, etc. Ça, c'est ce qui fait un des éléments de la puissance et du rayonnement de la France. Et puis j'ajoute que, en ces temps où on parle beaucoup des problèmes migratoires, eh bien, dans ces relations que nous devons avoir avec les pays du Sud, nous devons favoriser leur développement économique pour qu'ils puissent préserver, créer de l'emploi sur place et maintenir leur population. Et ça n'est pas une chimère. Vous savez peut-être que le Sénégal a connu une croissance de plus 8% l'année dernière. Au XXIe siècle, dans ces pays d'Afrique, on va découvrir certainement des trésors en matière d'hydrocarbures, de matières premières, de terres rares, etc. Moi, je suis favorable et je suis confiant dans le développement des pays d'Afrique francophone. On devrait mettre beaucoup plus le paquet vers ces pays avec lesquels nous avons d'excellents liens, comme vous l'avez montré pour cette affaire de prise d'otage. Alors un dernier mot peut-être, c'est que je pense que dans le cas particulier, je pense quand même qu'il y a eu une très grande imprudence des Français. C'est normal qu'on soit venu à leur secours. Je trouve que le président de la République a commis encore une fois une bévue. Il n'avait pas à aller accueillir des gens qui en fait ont mis en jeu leur vie et puis surtout dont l'inconséquence et l'inconduite a mené à la perte tragique de deux soldats qui sont des héros en fait. Parce que autant je suis alors tout à fait favorable à une cérémonie nationale comme elle a eu lieu en faveur des deux soldats. Autant j'estime que les deux personnes rapatriées, on aurait pu les recevoir discrètement, sans en faire des flonflons, parce que c'était quand même à titre ludique qu'ils étaient allés là-bas. C'est pas la même chose que Sophie Perrotin, qui est cette femme française de 73 ans, qui croupit au Mali comme otage depuis 3 ans et demi, parce qu'elle travaillait dans une ONG pour développer justement l'aide à l'enfance au Mali. Je trouve que le gouvernement français s'honorerait à être beaucoup plus actif sur la libération de cette dame. Eh bien voilà qui est dit, François Asselineau. On va parler un petit peu aussi de la politique française parce que actuellement, évidemment, on est en campagne européenne, mais la politique française rejaillit beaucoup sur cette campagne européenne. Moi, j'avais une question aussi qui est peut-être un petit peu un prolongement par rapport justement à cette campagne. Alors on voit beaucoup de partis, alors on les appelle souverainistes, je ne sais pas si vous acceptez le terme, mais par exemple on a Monsieur Dupont-Aignan avec Debout la France, on a Monsieur Philippot avec les Patriotes. Est-ce que vous avez eu un moment envie de discuter entre vous pour dire voilà, on peut peut-être faire quelque chose ensemble? Alors, dans l'absolu, nous, l'UPR, l'Union populaire républicaine, est un parti que j'ai créé il y a plus de 12 ans pour rassembler les Français de tous les horizons avec un objectif clair et net, sortir la France des contraintes de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est-à-dire nous libérer de cette prison en dénonçant les traités par la voie juridique normale, en faisant ce qu'on appelle le Frexit. C'est un parti que j'ai créé il y a plus de 12 ans, c'était le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome qui crée le marché commun, et ça veut dire que nous avons une avance considérable sur tous les autres.
Maintenant, il y a plusieurs partis, enfin, en France, de toute façon, tout le monde critique l'Europe, hein. Même Madame Loiseau, elle trouve qu'il faut faire des améliorations. Il y a, comme vous le dites, des mouvances qu'on appelle souverainistes, alors c'est Madame Le Pen, enfin, le Rassemblement National, c'est Debout la France, mais on trouve ça aussi à gauche, le Parti communiste, etc. Alors, ils critiquent, mais au moment fatidique, ils restent dans l'Union européenne et dans l'euro. Et ils disent on va changer l'Europe. Alors le problème c'est que, je l'explique depuis des années, tous les 5 ans on a des partis qui nous expliquent qu'ils vont changer l'Union européenne et puis il ne se passe jamais rien. Pourquoi ? Parce que changer l'Union européenne ça veut dire changer les traités. Changer les traités ça nécessite l'unanimité des États membres. Et l'unanimité ça veut dire qu'il doit y avoir 28 gouvernements qui doivent tomber d'accord sur un nouveau traité et ensuite 28 parlements ou référendum pour ratifier les traités. C'est-à-dire qu'il faut 56 accords unanimes. Et il s'agirait de modifier les traités pour favoriser la France. Toutes ces personnes qui vous proposent un programme pour changer l'Europe au moment des européennes se moquent du monde parce que c'est impossible, parce qu'ils ne vous expliquent pas que si l'Europe est comme elle est, ça n'est pas un hasard, c'est parce qu'elle est le fruit de compromis depuis 62 ans, depuis le traité de Rome, et que ces compromis qui ont été à l'œuvre et qui nous ont menés à une Europe ultralibérale, qui détruit nos services publics, qui affaiblit notre niveau de vie, qui nous aligne sur les États-Unis et j'en passe, eh bien, si c'était à refaire, ça se referait de la même façon. Parce que la vision française de l'Union européenne est assez unique. Parce que la grande majorité des États de l'Union européenne, notamment les pays nordiques et a fortiori les pays de l'Est sortis de l'utopie communiste, sont pour un alignement sur les États-Unis et sont très libéraux. Donc les gens qui vous promettent une autre Europe, en fait, ils vous mentent au carré, si je veux dire, puisque par ailleurs les parlementaires européens n'ont absolument pas le pouvoir de modifier les traités. Alors c'est pour ça que nous n'avons pas, notre mouvement s'est créé sur l'honnêteté, la transparence, la vérité. Et nous voulons dire aux Français la vérité. On va pas faire des alliances de circonstances avec des gens qui, au fond, ne sont pas du tout d'accord avec nous sur l'essentiel, c'est-à-dire rendre à la France sa souveraineté, son indépendance nationale. Excusez-moi de le dire comme je le pense, mais Madame Le Pen, maintenant, le Rassemblement national, je ne vois plus très bien la différence avec Dupont-Aignan, avec Bellamy des Républicains, tout ça. Ils veulent tous rester dans l'Union européenne, ils promettent tous de changer l'Union européenne en faveur de la France, mais tout ça c'est du pareil au même. Donc nous, nous sommes toujours très très clairs, il n'y a pas d'ambiguïté avec nous, nous c'est clair et net. Les gens qui votent pour l'UPR savent que nous militerons pour la sortie de l'Union européenne et dans un premier temps, si nous avons des députés, ils n'auront pas le pouvoir, bien sûr, de modifier les traités. Je rappelle au passage qu'il y a 751 députés européens et que la France va en élire 79, c'est-à-dire 10,5%. Donc, de toute façon, les Français n'auront pas la possibilité de modifier quoi que ce soit, mais si nous avons des députés, et je rappelle que c'est un scrutin à un seul tour et qu'on a des députés à partir de 5% des suffrages, si nous on a des députés, ça va changer l'eau du bocal, passez-moi cette expression. C'est-à-dire ça va déménager, on va être à Bruxelles et à Strasbourg et on va dire des vérités fondamentales devant les caméras de toute l'Europe et on va dire, on va exiger d'abord des missions d'inspection sur toutes les détournements de fonds, le gaspillage des fonds publics qu'il y a à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi on montrera au peuple d'Europe et en particulier au peuple français qu'il y a une vie après l'Union européenne, que l'on peut être en dehors de l'Union européenne et être très heureux. C'est d'ailleurs le cas de la Suisse, de l'Islande ou de la Norvège, par exemple, pour parler de l'Europe occidentale. Un dernier mot, François Asselineau, il nous reste 3 minutes. En gros, si demain la France quitte l'Europe, ça va être compliqué parce que on le voit avec la Grande-Bretagne, ce n'est pas simple. Qu'est-ce qui se passe finalement du jour au lendemain, comme ça on se retrouve seul? Alors déjà, c'est pas avec ces élections européennes que l'affaire sera conclue. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on est dans phase de progression. Il faut convaincre les opinions publiques. Donc, de toute façon, ces élections européennes, au bout d'une semaine, on n'en parlera plus. Là, on continuera à en parler simplement s'il y a des députés de l'UPR qui sont là pour taper du poing sur la table. Je rappelle au passage. Pour empêcher de tourner en rond, finalement. Voilà. Oui, parce que le Front National, par exemple, ils ont des députés depuis 35 ans. Ils ont fait quoi? Monsieur Mélenchon, il a été député européen pendant 14 ans. Il a fait quoi?
Monsieur Philippot, il a été député pendant 5 ans. Il a fait quoi? Il a rien fait. D'ailleurs, il était dans 0 commission. Il a brillé par son absence. Donc tous ces gens, ils se représentent en fait pour avoir un poste avec des mandats. Nous, on fera pas ça. Nous, on tapera du poing sur la table. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question, le Brexit connaît des difficultés en ce moment. Mais ça n'est pas les difficultés de sortir de l'Union européenne comme on essaie de le faire croire aux Français. Tout était prêt le 29 mars dernier pour que le Royaume-Uni sorte. Le problème, il vient du fait que les partisans du maintien dans l'Union européenne n'acceptent pas le verdict du suffrage universel. Or, il se trouve que parmi les parlementaires à Westminster, il y a une majorité de députés qui étaient contre le Brexit et qui mettent des bâtons dans les roues pour empêcher de mettre en œuvre ce que le peuple souverain a décidé. Vous savez, on a eu exactement la même histoire en France. En 2005, 55% des Français ont voté contre la Constitution européenne. Les européistes ont fait le gros dos pendant 2 ans et demi. Et puis au bout de 2 ans et demi, nos parlementaires qui sont censés représenter le peuple français ont voté dans notre dos la ratification du traité de Lisbonne, qui est la reprise mot à mot du texte que les Français avaient rejeté. Donc le problème du Brexit, c'est pas la difficulté de sortir de l'Union européenne, c'est le fait que les européistes n'acceptent pas le verdict du suffrage universel. Et puis alors un dernier mot pour répondre encore à une de vos questions. Tout dernier mot, pour cela, on va dépasser le temps de parole, François Asselineau. Un tout dernier mot, c'est sur l'isolement de la France. Non, la France ne sera pas isolée. Est-ce que la Suisse est un pays isolé? Est-ce que, vous savez, il y a 193 pays aux Nations Unies, il y en a 165 qui ne sont pas dans l'Union européenne et qui ne sont pas isolés. J'avais montré pendant l'élection présidentielle, et je le rappelle ici aux auditeurs, la France, elle est liée au reste du monde par 6686 traités bilatéraux ou multilatéraux, et nous proposons d'en dénoncer 3 sur les 6686, le traité de l'Union européenne, le traité sur l'euro et le traité de l'OTAN. Ça veut dire qu'il restera 6683 traités internationaux, et nous aurons toujours les étudiants qui pourront circuler, à procéder à Erasmus, puisque Erasmus est ouvert à des pays en dehors de l'Union européenne. Il y a des étudiants suisses, par exemple, et puis nous continuerons à circuler dans le monde. Les gens qui veulent faire croire que la France deviendrait la Corée du Nord, eux aussi se moquent du monde et se moquent de l'intelligence des Français. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va conclure, François Asselineau. Je rappelle que vous êtes président de l'Union populaire républicaine, l'UPR. Vous êtes tête de liste de l'UPR avec cette liste Ensemble pour le Frexit, liste que vous présentez au suffrage pour ces élections européennes, et vous étiez en direct avec nous ce matin. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, et je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.